Les renonciations d'Utrecht. Les renonciations d'Utrecht donc, sont imposées par l'Angleterre à ce traité qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. Elles sont reçues d'une part chez les Espagnols, devant les Cortés, donc l'Assemblée monarchique espagnole, en novembre 1712, et en France, enregistré par lettre patente en mars 1713. Alors, que penser de ces renonciations d'Utrecht dans le cadre où nous nous trouvons? Ce traité d'Utrecht est un traité purement diplomatique. Elles ont été demandées dès le mois de février 1712. Les négociations sont ouvertes le 29 janvier. Un mémoire est transmis donc par l'abbé Gauthier, qui est représentant, négociateur pour la France, et transmise à Louis XIV. C'est Torcy qui va répondre le 28 mars. Je vais tout mettre là. En rappelant que la dévolution de la couronne se fait automatiquement et qu'on n'est pas maître de cette dévolution, et que donc il n'est pas possible d'imposer telle renonciation à Philippe V. Les Anglais, qui ne s'embarrassent pas de droit français, répondent que la volonté humaine est suffisante pour faire ces renonciations. Donc, que ce qui leur importe, c'est la volonté actuelle de Louis XIV et de Philippe V, indépendamment d'une quelconque considération juridique. Alors, les possibilités des souverains français sur le trône d'Espagne, sur le trône de France, se réduisent à deux, soit renonciation, abdication personnelle de Philippe V, soit Philippe V reviendrait en France, laissant le trône d'Espagne à son petit frère, le duc de Berry, Charles. C'est une possibilité que Louis XIV va envisager. Il en parle en particulier à Bonnac le 28 mars 1712. Les Français, les souverains français sont devant une certaine crainte. Violer les lois fondamentales pourrait dresser contre eux les gardiens de ces lois fondamentales, que sont les magistrats. Et il y a 50 000 magistrats dans toute nature en France, et la noblesse, et en particulier la noblesse de sang. Torcy s'ouvre de ses craintes à la princesse des Ursins le 4 avril 1712. Mais la pression anglaise est forte et Philippe V finit par se décider. Il écrit le 22 avril une lettre
à son grand-père, Louis XIV. La décision est prise par Philippe V d'abdiquer personnellement. Et donc, Louis XIV, voyant la volonté de son petit-fils, qui finalement est le premier en cause, puisque c'est lui qui va devoir abdiquer et renoncer à son droit. Louis XIV n'est pas finalement concerné. Il accepte, il peut accepter cette abdication, mais ce n'est pas lui qui, en acte, est le premier mis en jeu. Donc, vu cette volonté de renonciation de la part de Philippe V, alors, eh bien, les actes officiels sont enregistrés en Espagne le 5 novembre, renonciation solennelle ratifiée par les Cortés le 9 novembre, et en France, alors ça se passe d'une façon beaucoup plus difficile. Parce que finalement, c'est Philippe V qui règne en Espagne qui est concerné de fait et en acte, mais c'est quand même les lois de France qui sont mises en jeu et qui sont bafouées par cette renonciation. Alors, d'Aguesseau, Saint-Simon s'oppose à ces renonciations, mais la volonté de Louis XIV est plus forte et nécessairement impérative. Il faut conclure cette paix avec l'Angleterre, et d'où il impose cette renonciation et son enregistrement, donc lettre patente et enregistrement très rapide, le 15 mars au Parlement. Mais le procureur général d'Aguesseau est absent, le chancelier Pontchartrain est absent lui aussi. Donc les conclusions sont lues par des avocats généraux, et l'avocat qui fait le discours précise que le salut de son peuple lui devait être plus cher que les droits du roi, son petit-fils. Mais il n'est pas dit que ces droits sont comme annihilés. De fait, c'est une situation qui s'impose, mais qui n'est pas acceptée. Saint-Simon donc l'a assuré. Le prince de Condé, Louis de Bourbon, le soir même de l'enregistrement au Parlement, fait passer un acte devant notaire en stipulant, en rappelant, n'est-ce pas, en affirmant que le droit de Philippe V demeure intègre. Et de fait, alors, de fait, après la mort de Louis XIV, nous allons voir comment on va se dénouer la chose. Mais du côté de Philippe V, les Anglais imposent cette renonciation. Ils ne veulent surtout pas qu'une même personne soit souverain sur ces deux grands trônes, premier trône d'Europe, la France et l'Espagne. Lorsqu'il va y avoir cette guerre franco-anglo-espagnole, petite guerre de 1719-1720, de nouveau, on va imposer à Philippe V l'obligation de reconnaître ces renonciations d'Utrecht. Et par ailleurs, Philippe V a toujours considéré ces renonciations comme vaines. À chaque faiblesse de la santé de Louis XV, on va avoir recours à Philippe V pour qu'il se prépare à revenir en France régner. Ça sera le cas en 1724, en juillet 1726 et le 27 octobre 1728. Fleury, cardinal de Fleury, ministre principal, télégraphie à Madrid au roi
Philippe V de se préparer à venir succéder à son neveu qui va très probablement rendre son âme à Dieu. Donc, il est bien entendu que ces renonciations sont dans la pensée des Français, des hommes de loi français et des gouvernants. Ces renonciations sont nulles, comme elles sont nulles pour Philippe V, qui va alors consulter Benoît XIII à l'été 1726, c'est le pape Benoît XIII, pour lui demander la conduite à tenir dans cette situation. Ces renonciations qu'il a jurées, valent-elles s'il héritait, montait sur le trône de France, il serait alors parjure. Le pape, consulté sur le serment prêté par Philippe V, répond, et la réponse est perdue. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en octobre 1726, l'abbé de Montgand est mandaté au nom de Philippe V pour agir au Parlement auprès du duc de Bourbon et du cardinal de Fleury pour le assurer, n'est-ce pas, que le roi d'Espagne est prêt à abdiquer en Espagne pour monter sur le trône de France. Ce sera encore confirmé en janvier 1727. La réponse donc du pape Benoît XIII a été très certainement positive. En 1728, Philippe V, prévoyant son retour dans un certain temps en France, envoie au cardinal de Fleury, confirme le cardinal de Fleury dans son gouvernement de ministre principal, en attendant son retour. Donc il s'agit d'une lettre du 9 novembre 1728 de Philippe V. De fait, on doit donc considérer que en France, comme en Espagne, on a considéré ces renonciations d'Utrecht comme nulles et non advenues. Seule la Maison d'Orléans a voulu que ces renonciations soient effectives, en droit. Et le chancelier du duc, René Louis, en 1740, a authentifié en quelque sorte, a déclaré authentiques ces renonciations, et bien sûr, Philippe Égalité à la Constituante dans la nuit du 15 au 16 septembre 1789. Après avoir reconnu la loi fondamentale de dévolution de la couronne, Arnoux demande de corroborer les traités qui excluent la branche d'Espagne. Il est soutenu alors par Monseigneur de la Luzerne, évêque de Langres, par Mirabeau et Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ils agissent au nom du duc Philippe Égalité. Une opposition générale de ces députés de la Constituante qui sont des bons, au moins, bourgeois libéraux et en grande partie francs-maçons. Et donc, eh bien, cette demande va faire long feu. Les droits de Philippe V sont bien reconnus malgré les renonciations d'Utrecht. Ils l'ont toujours été reconnus. Et à ceux qui auraient pu en douter, dès l'accession de Philippe V sur le trône d'Espagne,
Louis XIV lui-même avait spécialement maintenu les droits de son petit-fils par des lettres patentes enregistrées le 1er février 1701 au Parlement de Paris. Il ne faisait rien d'autre que de préciser cette loi fondamentale, tout comme on avait fait la même chose lorsque Henri III avait été élu roi de Pologne en 1573, le prince de Conti en 1657, la même chose, le duc d'Alençon, qui s'était marié avec Élisabeth, n'est-ce pas? D'Aguesseau précise que ces lettres patentes du 1er février 1701 sont des lettres de prudence et non de nécessité. En soi, la loi fondamentale suffirait. On précise parce que, après tout, il faut quand même être prudent. Voilà, c'est ce que dit D'Aguesseau. Donc, non pas des lettres patentes statutaires, mais simplement donnant une précision, rappelant un rappel de la loi fondamentale. Alors, donc, c'est clair. Il n'y avait pas de doute, n'est-ce pas? Cette renonciation d'Utrecht sont purement fictives. Elles sont nulles et non advenues, elles vont contre une loi supérieure, tout comme que de lois, même dans la République, n'est-ce pas, aujourd'hui, se trouvent être annulées après consultation de ce groupe des sages, n'est-ce pas, ce Conseil d'État qui est chargé d'homologuer les lois en fonction de la Constitution, de constater qu'elles ne vont pas contre une clause, un article de la Constitution. Au Parlement, D'Aguesseau avait parlé de ces maximes fondamentales de l'État et cette espèce de substitution perpétuelle qui appelle successivement les princes du sang à la couronne et qui valent bien des lettres de naturalité. Donc, Philippe V et ses enfants mâles restent, et toute la succession qui court encore aujourd'hui de ces Bourbons d'Espagne, reste successible au trône de France. Et même si, de fait, ils sont espagnols aujourd'hui, ou peut-être italiens, Bourbons de Parme, ou que sais-je, n'est-ce pas? Alors ça nous amène très très loin dans la généalogie, bien sûr. Eh bien, même s'ils ne sont pas français, la loi de succession, à partir du moment où elle les appellerait sur le trône de France, les rendrait français. Régner fait être français. Alors, sur cette question, vous avez une thèse qui a été rédigée par Sixte de Bourbon-Parme, mais pas l'actuelle. L'ancêtre. Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume. C'est une thèse soutenue en 1914 et qui a été rééditée en 2003. La préface a été faite par Hervé Pinotto, qui est un des grands spécialistes de la question. Lui-même a écrit Le sang de Louis XIV, qu'il a fait paraître à Braga en 1961. Donc, M. Pinotto, qui est un des meilleurs spécialistes, le spécialiste de la monarchie française. Je vous indique aussi Paul Vatrin, qui a moins d'intérêt. Je l'indique quand même parce que vous le rencontrez, la tradition monarchique d'après l'ancien droit public français, 1916. Vous avez une étude d'un Anglais, Edward Kirkpatrick, de Closburn, les renonciations des Bourbons à la succession d'Espagne. Et puis, je vous indique aussi, cette époque, toujours début du siècle, Henri de la Perrière,
le roi légitime. Évidemment, la maison d'Orléans a connu un regain d'intérêt en raison du choix fait par Maurras des Bourbons-Orléans comme successeurs légitimes, et donc de l'aura de l'Action française et de Maurras au début du XXe siècle. D'où toutes ces études, n'est-ce pas, qui se sont penchées sur la question de la légitimité. Alors, la conséquence, la conséquence, c'est que une fois Louis XIV mort, va exploser l'opposition à ces actes qui ont remis en cause 2 fois les lois fondamentales françaises. Et c'est une explosion qui pourrait arriver tellement vite que le régent, Philippe d'Orléans, demande à la haute cour, à la haute noblesse, aux tenants de la haute noblesse, de se calmer quelques mois avant de faire leurs revendications et le temps que l'on mette en place le système de la régence. Mais en 1716, c'est une véritable guerre de la Constitution. C'est la dénomination même que donne Duclos, la guerre de la Constitution. C'est la première fois qu'on utilise ce terme de Constitution pour désigner les lois fondamentales monarchiques. 70 mémoires seulement opposées, n'est-ce pas, des 2 camps ont été comptabilisés. Il y en a beaucoup d'autres. Ces mémoires font suite à la requête des princes du sang de août 1716, qui demande l'annulation de la légitimation des bâtards et de l'acte les rendant, de la déclaration royale les rendant successibles. Cette requête des princes du sang, après donc des mois d'opposition publique, de discussion publique, dans la presse, et puis dans tout ce qu'il y a autour de la presse, les salons, le Parlement et autres, la cour du Palais Royal, puisque la cour de Versailles n'existe plus pendant la Régence, eh bien, aboutit à un édit du Conseil de Régence le 1er juillet 1717. Cet édit va être enregistré le 8. Enregistré au Parlement, il révoque l'édit de 1714 et la déclaration de 1715. Au nom de l'indisponibilité de la couronne, au nom de la filiation légitime, seuls peuvent être déclarés princes du sang des fils légitimes du roi, et précise que si la nation française éprouvait jamais ce malheur, c'est-à-dire la disparition de tous les successeurs du roi, quels qu'ils soient, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix. Louis XV ne dira pas autre chose. C'est une déclaration, donc quand on dit Louis XV, mais c'est en fait ce qui règne à sa place, le 26 avril 1713, pressé par le comte du Maine, qui lui donc est un des bâtards de Louis XIV, n'est-ce pas? Une déclaration de Louis XV confirme cet édit du Conseil de Régence et rappelle que donc, en cas de disparition des successeurs, le droit de se choisir un roi, un prince, est un droit qui appartient le plus incontestablement à la nation française. De se choisir un roi au cas où, dans la suite des temps, la race des princes légitimes de la maison de Bourbon vint à s'éteindre. Alors, cette conclusion suit une multitude de mémoires qui s'affrontent et qui développent les idées les plus diverses possibles sur la royauté, sur la monarchie.
sur l'autorité politique. Vous avez le Mémoire des princes de sang, qui a été rédigé par Mylène, secrétaire du duc de Bourbon. « 1er février 1717, et qui s'appuie sur un juriste contemporain, Grotius, qui dit que donc l'héritier ne tient rien du prédécesseur, mais du peuple. La loi lie le roi à la nation pour l'empêcher d'être propriétaire de la couronne. Ce qui n'est pas complètement faux dans la conclusion, mais ce qui est faux dans les principes, car l'héritier tient tout du prédécesseur sans être un héritier, mais en étant un successeur. Vous avez Saint-Simon, un mémoire sur les légitimés. À défaut de prince salique, la disposition de la couronne appartient à la nation, confirme-t-il. Mais après, pour expliquer ce rapport entre les sujets et le roi, est-ce un contrat? Et là, c'est l'idée de Grotius. Il y a un contrat entre l'État et le gouvernant, et cela va donner les théories suivantes de Pufendorf, Burlamaqui et Vatel. Autant de juristes modernes. Les États pourraient être chargés d'édire le prince. On s'appuie alors sur de vieilles conceptions de Jean de Terre-Rouge, ou alors on parle de substitution fidéi-commissaire. Et là, il s'agit de l'oiseau, et c'est Saint-Simon qui reprend l'oiseau. Donc début du XVIIe siècle, Charles Loiseau. Ce serait un héritage à titre de substitution et non pas un libre héritage dont disposerait le père pour le fils. Mais par la coutume, il y aurait cette substitution que le fils réaliserait à la mort donc du père. Comment ce droit s'incarnerait-il? On a parlé des États généraux et autres possibilités et positions, n'est-ce pas? On peut faire le point, pour terminer, avec Saint-Simon dans son mémoire sur les légitimés. C'est certain, jamais la couronne n'est un bien sujet à pouvoir être légué, ni donné de manière quelconque. Les successeurs sont des substitués et non pas des héritiers. C'est une substitution perpétuelle qui est faite par cette loi que l'on pourrait appeler la loi salique. Mais cette substitution se fonde sur le consentement de la nation et l'usage de tant de siècles, et c'est donc les droits de la coutume qui sont ici relevés. C'est un usage, ça n'est pas un contrat. La nation a une fois pour toutes acquiescé. Alors, cette révocation par l'édit de la Régence, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même. Nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien de l'État. Bienheureuse impuissance, dit cet édit de Régence au nom de Louis XV. Ces termes seront repris d'ailleurs en 1771 par Louis XV lui-même. Le problème, n'est-ce pas, c'est que finalement, on a fait beaucoup de bruit
on a agité beaucoup d'idées contradictoires, et finalement on a fait tomber dans le domaine public des choses qui étaient extrêmement saintes. C'est le cœur même de la monarchie royale qui a été là, bousculé par les actes de Louis XIV, discuté par cette guerre de pamphlets, et finalement, si on vérifie, on confirme bien ces lois qui font le socle de la monarchie française et qui en font la solidité tout à fait exceptionnelle par rapport aux autres monarchies européennes. Si ce socle a été confirmé, il y a quand même eu des possibilités évoquées d'autres situations, d'autres légitimités politiques. Et c'est en cela que la guerre de la Constitution est grave, parce qu'elle ouvre la porte à une discussion de la chose politique et de la chose la plus élevée en matière de politique, c'est-à-dire l'autorité du chef, jusqu'alors incontestée et désormais pouvant devenir un sujet de discussion et même, pourquoi pas, un sujet de réforme, voire un sujet de révolution.